Alors on est ravis, probablement que la thématique très actuelle est très attractive, et puis la qualité de nos intervenants vous en fait tous venir très nombreux, on en est ravis. Alors dans cette belle salle des fêtes, c'est l'occasion de remercier Olivier Collin, le maire de la ville, Catherine Pouin. Olivier Collin, Catherine Poulin, déléguée à la culture, et toute son équipe nous soutiennent dès l'origine. Et ça fait en effet 2 ans, en 2021, que nous avons créé avec Catherine Scotmont en blanc, ici, Catherine et moi-même, avons créé les Cafés Débat d'Oulgate. Nous en sommes aujourd'hui à la 19e édition, c'est pas mal, en 2 ans. Oui, alors en fait, nous sommes 2 amies, 2 citoyennes, amoureuses d'Oulgate et de sa région. Et donc nous avons eu envie de faire découvrir, de découvrir nous-mêmes et de faire découvrir les trésors dont regorge la Normandie. Et évidemment en s'appuyant sur des personnalités inspirantes, si possible, et aujourd'hui ça va être le cas, je suis certaine, et qui sont des personnalités d'origine normande ou d'adoption de cœur, hein, nous sommes un certain nombre, je crois, à l'être d'adoption. Alors ces cafés-débats, ils ont lieu tous les ans, à peu près 6 fois par an, hein, et comme ça a été lancé au moment du Covid, il y en a 3 via Zoom, mais qui sont très intéressants aussi, et 3 physiquement dans cette salle, à la Toussaint, en février et à Pâques. Alors, nous avons eu pas mal de thèmes, hein, Catherine, sur Oulgate. On a reçu de belles personnalités, Marie-Agnès Gillot, Danseuse Étoile, Dominique Pesnard, qu'on ne présente plus, Michel Le Rossignol, qui va se cacher, l'historien d'Oulgate, je dirais, des thématiques, les fossiles des vaches noires, le festival photo, soutenu par la ville également, le motoball, enfin voilà, toutes les thématiques d'Oulgate et bien d'autres. Et puis, un peu plus loin, le théâtre de Caen, le mémorial, les entreprises dans la Manche, patrimoine vivant, la ville du Havre. Vous voyez que c'est très varié, hein, parce que l'idée, c'est de couvrir l'ensemble des thématiques que la Normandie peut nous offrir. Voilà. Dire également que vous pouvez nous suivre sur notre compte Facebook, le Café Débat d'Oulgate, pour être informé, ou donner votre adresse mail si ce n'est déjà fait, pour recevoir nos invitations. Le prochain Café Débat, rapidement, mardi 19 mars, via Zoom, nous invitons le domaine Dupont. Alors donc, c'est la boisson, et pas les voilà, absolument, Étienne Dupont, qui va nous raconter l'histoire, bien sûr, de ce domaine, depuis 1887, et puis décliner la variété de ces produits de grande qualité, du cidre au carbone en passant par Pommeau, évidemment, et puis comment on déguste ces belles boissons avec moi. Donc ça c'est mardi 19 mars via Zoom. À la fin du débat, nous vous inviterons à prendre un petit verre de l'amitié. Ça sera du cidre, pas de Dupont, mais du cidre quand même. Voilà, je laisse la place à Catherine. Oui, merci Marianne. Donc maintenant nous passons donc au 19e Café Débat, hein, d'Oulgate, changement climatique en Normandie. La réalité du réchauffement climatique s'observe, nous le constatons tous, à travers une succession d'années chaudes et d'événements extrêmes, plus intenses et plus fréquents. La communauté scientifique l'attribue aujourd'hui sans équivoque aux activités humaines. Et lors de la Convention climat de Dubaï 2023, ou COP28, tous les pays réunis, soit à peu près 200, ont reconnu que les combustibles fossiles en étaient largement à l'origine. Nous sommes donc tous contraints à réfléchir et à agir face à cet inéluctable constat. Les Cafés Débat d'Oulgate ont souhaité participer à cette réflexion collective en organisant une série de rencontres qui ont pour objectif de nous éclairer sur la situation de la Normandie face au changement climatique. Face à la complexité du sujet, nous ne pouvions pas envisager de traiter sérieusement cette question en une seule séance. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser plusieurs tables rondes. La première, ce soir, que nous avons intitulée « L'eau et ses excès », traitera de l'impact en Normandie du réchauffement climatique sur l'hydrologie, les ressources en eau et sur les zones côtières. La seconde, alimentation et agriculture, de l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture normande, quels effets observés, quels risques à venir, quels effets sur l'alimentation. La troisième traitera de la qualité de l'air et les transports, toujours en Normandie. Vous êtes également invités à nous solliciter sur des sujets qui vous intéressent en particulier.
l'idée étant de mettre en place une forme de dynamique collective. Enfin, nous avons considéré qu'il était indispensable que toutes les tables rondes réunissent l'ensemble des forces mobilisées sur la question de la transition climatique. Les scientifiques, les politiques, la société civile active, y compris les citoyens comme vous, tous ici dans la salle. Ce soir, nous retrouvons donc réunis autour de cette table toutes les communautés d'action et de réflexion. Marie-Alice Foujol, qui animera la table ronde, et Stéphane Costa représente la communauté scientifique. Olivier Collin et Sophie Gauguin, les politiques, et enfin Raphaël Monod, la communauté civile engagée. Bon, Marie-Alice vous présentera nos invités à l'instant, dans quelques minutes, de manière plus précise. Donc voilà, nous remercions tous les acteurs de cette table ronde très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Marianne, merci Catherine, c'est vraiment une joie d'être ici. Donc moi je viens à Houlgate depuis ma naissance, j'ai beaucoup de chance et j'ai rencontré mon mari ici, donc je continue de venir ici. Et donc je suis très heureuse d'animer cette table ronde. D'un point de vue professionnel, je suis ingénieure de recherche au CNRS et j'ai fait toute ma carrière sur la modélisation du climat, les simulations climatiques, donc le seul outil qui nous permet de nous projeter dans le futur. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel je travaille depuis de très nombreuses années et j'ai accepté d'accompagner Marianne et Catherine pour vous inviter les personnes les plus qualifiées pour échanger avec vous sur ces sujets. Donc comment va se passer l'événement ce soir? Nous allons faire un premier tour de table où chacun va se présenter lui-même et dire en une phrase quel est son lien avec la thématique de ce soir. Ensuite, chacun prendra la parole plus longuement, d'une dizaine à une quinzaine de minutes, et là ce sera des présentations. Plusieurs ont préparé des animations que vous verrez. Et là, on ne vous donnera pas encore la parole. On voudrait vous présenter l'ensemble de ces interventions avant d'échanger avec vous. Et c'est seulement à l'issue de ce deuxième tour de table qui sera plus long que nous ouvrirons le débat avec la salle. Voilà, vous êtes d'accord pour ce point-là? Voilà, donc je passe la parole à Stéphane Costa pour ce premier tour très rapide. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Stéphane Costa, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen, donc en 50% enseignant, 50% chercheur au CNRS. Je suis également co-président du GIEC normand avec mon collègue et ami Benoît Léniel, le GIEC normand dont on va parler dans quelques instants également. Il se trouve que ça fait 30 ans que je travaille sur le réchauffement climatique. Ma thèse, en 92, s'intitulait « L'impact du changement climatique et de l'élévation du niveau des mers sur les littoraux normands ». Donc ce n'est pas que de la recherche académique, c'est aussi comment venir en aide aux collectivités pour faire les meilleurs choix dans le cadre des politiques publiques. Et pourquoi je suis venu aujourd'hui? Parce que l'accueil est toujours très agréable. Merci de votre invitation. J'aime beaucoup Houlgate également, j'y viens régulièrement. Et le sujet dont on parle ce soir, ce n'est pas qu'un sujet de recherche, ce n'est pas qu'un sujet sociétal, c'est aussi un sujet citoyen. Bonsoir à tous. Après une belle éloge sur Houlgate, je ne peux être que très satisfait. Donc je suis le maire d'Houlgate, je suis aussi vice-président en charge du cycle de l'eau à NCPA et j'ai été pendant 22 ans vice-président du département du Calvados en charge de l'aménagement de l'environnement. Et dedans, j'avais naturellement les ports et j'avais naturellement tout ce qui touchait l'eau. Et à NCPA, la volonté du président d'Olivier Baz, c'est que les services que j'anime travaillent sur la qualité des masses d'eau, le littoral, la gestion de l'eau dans les marais de la Dive, les zones esturiennes. Nous avons la chance sur ce territoire de NCPA d'avoir 2 estuaires, l'Orne et la Dive. Et avec les estuaires, naturellement, un paquet de problématiques. Et puis enfin, ça a été une des volontés du président de vous accompagner, M. Costa, sur Pathways de résilience, la résilience climatique. Et tout ça, dans l'esprit des élus de NCPA,
c'est, je vous lis la phrase, une vision pragmatique des actions et une mobilisation des moyens. La théorie des petits pas. On avance, on fait les choses et on ne reculera jamais. C'est la volonté du président. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci à toutes les deux pour votre invitation qui est très positive, je trouve, dans l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le partage d'informations. Je me présente, je suis Sophie Gauguin, à la fois maire de Dozulé, une petite commune rurale, mais pleine de talent, et première, je parle pas de moi, et première vice-présidente de la région Normandie, en charge du développement économique. Et l'état d'esprit dans lequel je suis devant vous aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, parce que sur cette question-là, on apprend tous les jours, enfin en tout cas moi j'apprends tous les jours en tant que décideur public, j'entends, et on en reparlera certainement, c'est d'essayer de vous expliquer ce que peut décider en tant que décideur public, élu, en étant à la fois aux manettes d'une des premières régions industrielles de France, et donc de rester compétitif. Mais qu'est-ce que c'est que la compétitivité aujourd'hui dans un cadre de développement durable, dans une région qui porte une industrie hyper innovante, et ça sera intéressant d'en débattre avec vous, et d'une région qui a fait de la mer et de ses fleuves sa force, puisque c'est parce que nous avons la Seine et parce que nous avons la mer et aussi la terre, que nous sommes une des premières régions industrielles de France, puisque le développement du territoire s'est fait en fonction des éléments naturels qui étaient à notre disposition pour se développer, se nourrir et conquérir le monde. Donc c'est très enthousiasmant d'être avec vous aujourd'hui et de retrouver aussi mon premier amour de jeunesse, puisque j'en parle jamais, mais en fait je suis diplômée de l'université de Caen, qui est une belle université, et ma spécialité c'était l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et je crois que c'est une force aujourd'hui quand on est décideur public de pouvoir croiser l'ensemble de ces données au regard du GIEC normand, et j'en terminerai par là, mais Stéphane en parlera mieux que moi, puisque nous avons été une des premières régions à innover et avoir le courage de donner perceptible par chacune et chacun d'entre vous l'évolution du climat sur son territoire. Et je crois que c'est faire œuvre de pédagogie, parce que pour pouvoir agir, il faut d'abord comprendre. Donc c'est un peu l'état d'esprit qui m'anime aujourd'hui. Ce soir, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous, et merci à Catherine et Marie-Alice de cette invitation. Je suis ravi d'être dans ce panel auprès d'éminents présentateurs. Donc, je suis Raphaël Monod, je suis ingénieur de formation et je suis expert dans l'accompagnement des changements dans les grandes transitions. J'ai construit cette expertise depuis plus de 30 ans dans l'accompagnement des transitions des grandes organisations, et j'ai développé une caisse à outils de cette transformation à base de sciences comportementales, de biais cognitifs, de stratégies d'influence. Et toutes ces grandes transformations ne peuvent être des succès que si elles ont exactement aussi une acceptation sociale de toutes les parties prenantes. Et donc, dans cette optique, je travaille maintenant avec des organisations comme la Fondation Good Planet sur la sensibilisation aux sujets environnementaux. Je fais partie également d'une organisation qui est très ambitieuse de l'État français, et je participe à la formation, cette année en 2024, des 25 000 cadres supérieurs et hauts fonctionnaires de l'État français à la transition écologique. Et ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Tous les cadres sont envoyés par leur ministre. Et l'ambition est de former à la transition écologique les 2 500 000 fonctionnaires d'ici 2027. La France a la chance d'avoir une structure publique qui est capable de se mettre en œuvre et qui va se mettre en œuvre pour cette ambition, donc, qui est une France-nation verte, et s'y préparer. Donc je suis là pour justement vous parler donc, de ce sujet de l'accompagnement du changement des populations, l'acceptation sociale. J'ai également, à titre personnel, un intérêt à ce que tout ça se passe bien, parce que je suis voisin, j'ai la chance d'avoir une maison à Bénerville, pas loin, depuis 30 ans, et depuis 30 ans je vois la transformation, et je dois tenir encore pas mal de temps, parce que ma maison, son jardin est 80 cm au-dessus des plus hautes marées. Donc je suis aux premières loges de ce qui se passe, avec un intérêt à agir. Je vous remercie, à bientôt. Merci beaucoup. Donc nous allons passer la parole à Stéphane Costa qui va nous faire un exposé d'une petite quinzaine de minutes.
Ça passe. Pas encore. Alors, je vais vous faire une petite présentation d'un quart d'heure où je vais être très factuel. Je vais présenter un certain nombre de chiffres du réchauffement climatique en Normandie, de ses conséquences, bien évidemment sur les températures futures, sur les conditions d'eau potentielles en Normandie, et surtout, je vais faire un focus surtout sur le littoral. Est-ce que le micro passe bien ou est-ce qu'il faut prendre l'autre micro? Ça passe pas? L'autre micro, voilà. Donc je vais vous faire un focus sur des données issues du GIEC international, mais aussi du GIEC normand, sur le changement climatique en Normandie, qui est déjà en cours, et bien évidemment sur ses conséquences. Alors, ça a été évoqué, le réchauffement climatique, c'est un fait. Voici un petit graphique ici qui montre que la température s'est mise à monter très fortement à partir de 1850-1870, l'évolution des températures depuis 2000 ans. Pourquoi cette période-là? Eh bien, c'est finalement la première évolution industrielle qui fait que les émissions à gaz à effet de serre ont augmenté considérablement les températures atmosphériques. Et puis je vais faire un petit raccourci. Il était pour objectif dans la COP 21 en 2015 à Paris de ne pas dépasser le 1,5 degré de réchauffement climatique, au-delà duquel on risquait d'avoir une succession de catastrophes. Le problème, c'est que ce scénario de 1,5 degré est probablement déjà hors de portée au regard de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle internationale. On est plutôt sur une trajectoire qui nous emmènerait vers 3-4 degrés de réchauffement, et c'est pas par hasard que le gouvernement français aujourd'hui nous prépare, mais aussi en Europe, à une France à plus 4 degrés. Alors, en Normandie, nous avons eu la chance en Normandie de voir naître le GIEC normand, qui est une demande du président de région Hervé Morin, qui en 2018 nous a dit j'aimerais savoir ce qui se passe en Normandie, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on le mesure aujourd'hui, et ce qui va se passer probablement dans l'avenir en Normandie. Donc c'est la question qui nous a été posée par le président de région, faire un état de l'art de ce que l'on sait aujourd'hui sur 9 items, les items qui sont ici représentés, qui vont depuis la qualité de l'air jusqu'à la biodiversité continentale et marine, la santé, le système côtier, la pêche, la conchyliculture, et nous avons rendu notre rapport en 2020. Alors, quelques éléments issus de ce rapport, notamment sur l'évolution du climat. Eh bien, ce qu'on note, c'est que depuis 1970, la température a augmenté en Normandie de quasiment plus 1,5 degré Celsius en moyenne en Normandie, ce qui est un petit peu plus que ce qu'on observe en France. Et nous avons, à partir de ces données, des données de Météo France, mais aussi des modèles de Météo France, on s'est interrogé sur le devenir de la température en Normandie. Et comme vous pouvez le constater ici, en vert, vous avez la courbe de l'évolution des températures en 2100 si on avait une politique climatique immédiate et forte, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, malheureusement, on suit cette politique climatique qui est quasiment exsangue. Et si on ne change pas de comportement, en 2100, nous aurions une augmentation des températures de plus 3,6 degrés en moyenne en Normandie, avec toutes les conséquences, malheureusement, sur la ressource en eau, sur les rendements agricoles, sur le littoral, la santé, la biodiversité, et donc la fragilisation du système économique dans sa globalité. Alors, juste quelques exemples. Ici, c'est la chaleur en Normandie. Ça, c'est la situation actuelle. Et puis, on a fait varier la situation actuelle par modèle selon, finalement, le scénario dit pessimiste et puis le scénario optimiste qu'on n'atteindra pas, malheureusement, au regard de ce que nous faisons aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez constater qu'en 2100, en Normandie, nous aurons plus 40 jours de forte chaleur par an, avec un gradient qui va depuis le littoral où ça se passe pas trop mal, j'allais dire moins pire, vous avez quand même une augmentation de 15 à 30 jours de forte chaleur en Normandie en 2100, dans le cadre de ce scénario, chose qui va s'accentuer vers l'intérieur des terres. On pourrait atteindre jusqu'à 75 à 90 jours par an de forte chaleur. Alors voici un modèle qu'a fait tourner un de nos collègues avec Météo France, Olivier Cantat, sur ce que pourrait être un été en 2100 en Normandie.
Et ce que vous pouvez constater, c'est que finalement, on aurait des températures relativement fortes dans certaines villes de Normandie, jusqu'à 9 jours de température supérieure ou égale à 30 degrés au Havre, mais on pourrait atteindre 26 jours à Évreux. Mais ce qui est important de voir également, ce sont les températures extrêmes. On pourrait atteindre 44 degrés au Havre, mais 49,2 à Évreux. Le record de chaleur à Caen, c'est 40,2, c'était en 2022. Alors, à l'échelle nationale, la Normandie peut apparaître comme une sorte d'îlot de fraîcheur. C'est là où ça sera le moins pire. Je vous invite à regarder cette carte qui est en fait établie par Météo-France, qui montre finalement les températures en 2100 pour la France métropolitaine. Vous aurez des températures extrêmement importantes dans le sud de la France. Et puis, voilà, vous voyez que la Normandie va s'en sortir un peu mieux, ce qui fait qu'on risque d'avoir un accueil de populations nouvelles, au moins en période estivale, et peut-être de façon pérenne. Il s'agit là d'une question d'aménagement du territoire, comment absorber cet afflux de population avec tous les services qui vont avec, si possible ne pas les mettre dans des zones à risque actuelles ou futures. Alors, une petite diapo sur les précipitations. Ici, c'est la situation moyenne annuelle. En 2100, avec le scénario que j'évoquais tout à l'heure, nous allons avoir une baisse des régimes pluviométriques, très probablement, de l'ordre de moins 10%. Mais surtout, c'est la répartition annuelle qu'il faut voir, saisonnière. Nous allons avoir des hivers beaucoup plus pluvieux, plus 14%, alors qu'on va avoir des étés et des automnes beaucoup plus secs, moins 27% pour l'été, moins 20% pour l'automne, et un printemps qui devrait être grossièrement comparable à ce que l'on connaît aujourd'hui, avec parfois des excès dans un sens ou dans un autre. Alors, quel impact de ces phénomènes sur le littoral ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le principal impact de ce réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau moyen des mers, et il se trouve que depuis 100 ans, le niveau de la mer s'est élevé déjà de près de 20 cm en Normandie. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de voir que cette élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire s'accélère. Elle était de l'ordre de 1,8 mm par an entre 1900 et 2009. Aujourd'hui, elle dépasse 4 mm par an d'élévation du niveau des mers. Ça commence à être particulièrement significatif. Alors, quel niveau marin pour demain ? Alors là, j'ai mis des cartons issus du GIEC international. En 2007, le GIEC international disait, au regard de ce qui se passe, nous devrions avoir une élévation du niveau des mers de plus 40 cm. En 2013, le GIEC a dit plutôt, je suis désolé, on s'est trompé. Ce n'est pas 40 cm en 2100, mais ça sera 60 cm en 2100. En 2021, les scientifiques ont dit, on s'est encore trompé, ça sera plutôt de l'ordre du mètre. Et aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en Antarctique, c'est-à-dire des fontes massives du glacier antarctique, on risque de dépasser allègrement le mètre. Alors bien évidemment, tout ça dépendra de notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de cela dont il s'agit. Si on reste aux alentours de 2 degrés, il n'en demeure pas moins qu'on devrait avoir 80-90 cm d'élévation du niveau de la mer pour 2100. Et puis un réchauffement sans restriction, si nous ne faisons rien, on risque de dépasser allègrement le mètre. Quelques publications scientifiques qui font malgré tout consensus dans le monde scientifique indiquent qu'on devrait avoir une élévation du niveau des mers qui pourrait atteindre 1,8 m d'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. Alors, quel impact de cette hausse du niveau de la mer sur l'érosion ? Bien évidemment, l'érosion fait qu'elle va suivre l'élévation du niveau des mers, le littoral va reculer sur lui-même vers l'intérieur des terres, il va y avoir une translation du trait de côte vers l'intérieur des terres. Et puis sur la partie inondation par la mer, franchissement par la mer en période de tempête, eh bien, même si on a le même nombre, la même intensité des tempêtes dans le futur, ce niveau marin va servir de tremplin aux houles. Et là, c'est juste une modélisation qui a été réalisée dans le sud de la France. Vous avez ici une petite commune du sud de la France qui a subi en bleu une inondation par tempête. Et simplement ensuite, par modélisation, on a joué la même tempête, mais avec une élévation du niveau des mers de plus en plus haute. Vous pouvez constater que l'extension spatiale des inondations est de plus en plus grande. Et puis, vous voyez que la couleur change. Quand vous avez les couleurs chaudes de l'ordre du rouge, eh bien, ça veut dire que les hauteurs d'eau dans les rues sont de plus en plus importantes. Alors, l'erreur consistera à croire que cette élévation du niveau des mers n'impacterait que le littoral. Non, ça va impacter également loin à l'intérieur des terres. Tout d'abord, sur les nappes phréatiques.
Cette élévation du niveau des mers va entraîner sur le premier kilomètre, ça dépendra des sites, sur 1, 2, 3 kilomètres, on peut avoir une élévation du toit de la nappe. Donc les zones humides vont devenir inondées. À l'intérieur des terres, en revanche, la nappe va s'abaisser. Et puis il y a des secteurs où on va inverser le profil hydrologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nappe phréatique est supérieure au niveau marin. Pas facile avec le micro. Mais avec le réchauffement climatique, de moins en moins d'eau. Des réserves dans lesquelles on va pomper de plus en plus pour l'adduction d'eau, pour les activités en général. Et un niveau de la mer qui va s'élever. Et donc, la mer va pouvoir progressivement se déverser dans les nappes phréatiques, les saliniser, et donc va poser des problèmes d'adduction d'eau sur les premiers kilomètres à l'intérieur des terres. Autre impact, cette élévation du niveau des mers beaucoup plus importante fait qu'il va y avoir des problèmes au niveau de l'écoulement hydrologique, de l'écoulement des fleuves et des rivières. Comme s'il y avait une sorte de bouchon qui pourrait apparaître au niveau des estuaires, ce qui fait que les écoulements fluviaux se feront plus difficilement. Donc en période de crue, il y aura des débordements plus importants et probablement également plus importants très loin à l'intérieur des terres, plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Et là, les collègues de Rouen ont travaillé sur la Seine et ont montré ce que ça pourrait donner pour les boucles de la Seine. Donc, vous avez un exemple ici de débordement lié à l'élévation du niveau des mers, plus 1 mètre, et puis une crue de période de retour décennale, ce qui n'est pas extraordinaire. Et puis sur la carte, vous voyez en marron, c'est la zone de débordement. Et puis les petits points rouges, ce sont les sites Céveso, les sites industriels. Et puis ici, vous avez aussi les petits points rouges et les petits points jaunes, ce sont les zones d'installation des postes sources d'EDF et d'Enedis, qui auront également les pieds dans l'eau. Ce qu'on veut dire par là, il ne s'agit pas d'être catastrophiste, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit simplement de montrer qu'avec ces changements climatiques, cette élévation du niveau des mers, nous risquons d'avoir finalement des phénomènes de cumul de risques. Un risque finalement naturel va pouvoir entraîner un risque technologique qui lui-même va entraîner un risque sanitaire, etc. Donc il va y avoir un accélérateur du multirisque, et c'est ce qu'on craint. Alors, là encore, face aux changements globaux qu'on évoque, aux conséquences sociétales, la question est que fait-on? Alors, il faut éviter le catastrophisme, bien évidemment, mais le pire serait l'attentisme ou l'indifférence. En termes de conclusion, sur le littoral, évitons de rallonger la liste des biens qui seront menacés, généralement des biens privés qui demanderont à un moment le denier public pour l'indemnisation. Donc réduisons la liste des biens menacés sur le littoral. Il ne s'agit pas d'être dogmatique non plus, c'est-à-dire on ne protège plus, on laisse la nature faire. Non, il y a des endroits où les enjeux sont tellement forts qu'on pourra se protéger. Mais cette protection doit être accompagnée d'un discours fort et des actes forts. Se protéger, d'accord, mais c'est se protéger pour se donner du temps pour organiser le repli, parce que la nature ne va pas nous laisser le choix. Il ne s'agit surtout pas, sur le littoral, même en bordure de cours d'eau, de créer un no man's land, c'est pas cela dont il s'agit. Mais il va falloir qu'on ait une occupation adaptée à ces nouvelles décisions environnementales qui s'imposent à nous. Enfin, la connaissance scientifique est importante parce que l'imprécision scientifique peut aboutir à une imprécision dans la prise de décision politique. Alors pour l'avenir des littoraux, les maîtres mots sont la solidarité territoriale. Il va falloir être solidaire entre communes le long du littoral, mais aussi avec l'arrière-littoral. Il va falloir anticiper, faire en sorte que ces contraintes deviennent des opportunités de dynamisation. Il s'agit de penser à l'avenir des territoires qui ne seront pas les mêmes. On ne pourra pas en vivre et y vivre de la même façon. Il faut faire en sorte que les territoires gardent une attractivité. C'est ça dont il s'agit. Et pour le réchauffement climatique, ce que l'on vit malheureusement n'est qu'un début. La sortie est encore possible, mais elle est l'affaire de toutes, de tous, et maintenant. Et je voudrais rester sur cette image, parce que je ne suis pas là pour casser l'ambiance. Je suis là uniquement pour donner des chiffres, et pour se dire, tous ensemble, on peut y arriver, mais c'est maintenant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ne jamais abandonner, c'est une belle parole de transition pour... Et donc nous passons la parole à Olivier Collin. Sincèrement, Stéphane, j'aime bien la conclusion. Parce que j'aime moins le reste, parce qu'il est un peu catastrophiste. En fait, qu'est-ce que c'est être élu?
un élu de base, c'est prévoir, c'est organiser le demain, l'imaginer. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui pour notre territoire. Et je parle bien que du territoire de NCPR. C'est-à-dire ces 39 communes qui sont sur notre territoire, entre l'Orne et la Dive. Donc quand je dis le cycle de l'eau, mes pensées vont vers toute forme d'eau, c'est-à-dire naturellement l'eau potable, des réflexions sur l'eau potable, et derrière l'eau potable, vous avez le pluvial, vous avez l'assainissement, vous avez naturellement la mer. Et la première chose pour nous, c'est la conformité de nos stations d'épuration. Derrière ces stations d'épuration, il y en a 9, je peux vous dire, on n'arrête pas de regarder leur fonctionnement et naturellement l'objet du suivi de leur rejet. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est assez satisfait parce que nous sommes les premiers en Normandie et les tout premiers en France à avoir le retraitement des eaux usées. Si ça se fait, on en parlait tout à l'heure en Espagne, si ça se fait à Dubaï, pour la première fois, l'hippodrome de Cabourg a fait sa saison de trop grâce à de l'eau de récupération de la station d'épuration. C'est-à-dire, c'est vous dire qu'au niveau de l'hydrocurage et de tout ce qui sera, j'allais dire, le jardinage des plantes municipales, l'idée c'est qu'on aille se chercher l'eau à la station d'épuration. Il y a un énorme travail qui est sur l'assainissement non collectif. 2700 installations d'assainissement non collectif, vous n'avez seulement sur notre territoire que 25% de conformes. Et là, aujourd'hui, on a retravaillé avec l'Agence de l'eau. Le 11e plan, il y a un certain nombre d'aides pour que les assainissements collectifs soient subventionnés. Et on travaille sur le 12e plan qui se mettra en place en 2025. Et donc, il faut que pendant cette année, au sein de nos 39 communes, on profite au maximum des aides de l'Agence de l'eau. Enfin, le suivi des qualités des eaux de baignade du littoral, c'est surtout le profil de vulnérabilité. Derrière, c'est identifier les processus de contamination de l'eau. Et quand je dis tout cela, ce qui me paraît le plus important, c'est d'identifier l'endroit où vous avez des enjeux. Pour que nos stations d'épuration fonctionnent très bien, elles ne doivent pas avoir d'eau parasite. C'est aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, sur la station d'épuration de Cabourg, on sait exactement d'où nous arrivent nos eaux parasites. Donc on va avoir un schéma directeur d'investissement pour faire en sorte que on les compense. Le deuxième point, c'est le littoral. Là, je vous ai mis trois diapositives. Vous n'aurez jamais cela sur notre territoire. J'ose le dire. Et je le dis en vous regardant, Stéphane, une submersion, une vague qui viendrait submerger Cabourg, je dis que moi, personnellement, le risque est excessivement faible. Alors, ne vous remontez pas trop vite le moral, c'est que si nous avons un coefficient de marée qui est supérieur à 100, si nous avons des abats d'eau où on a vu en 3 jours ce qui tombait en 1 mois, si vous avez un vent de nord-ouest excessif, nous n'aurons pas de vagues submersives. Et je vous dis tout de suite, l'eau passera par derrière, par la Dive, et reviendra naturellement sur Bas-Cabourg, reviendra sur Varaville, Merville, un peu sur Dive, pas sur Ouigat, mais l'eau, elle passera bien quelque part. Et là où je vous rejoins et que vous avez totalement raison, cette eau, on ne peut pas imaginer demain mettre des porte-à-faux pour la bloquer, parce que si on mettait des porte-à-faux sur la Dive, elle passe sur les côtés. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, le débordement se fera par l'arrière de Cabourg, et c'est là où on aura des remontées de nappes qui amplifieront le système. Et c'est pour ça que nous avons travaillé avec vous sur notre littoral, et grâce à la région, sur notre littoral pour demain à 10, 20 ans, 50 ans. Et là, effectivement, il faut prendre en considération tout ce que M. Costa a dit, parce que ça, c'est réel. La communauté de communes a comme responsabilité la GEMAPI. Donc GEMA, c'est tout ce qui est l'eau, la flore et la faune, tout ce que l'on a délégué au syndicat mixte du bassin versant de la Dive. Et on a gardé, nous, tout ce qui était PI, c'est-à-dire la prévention des inondations. Alors vos élus ont tous accepté ces 2 dogmes.
et ils sont très importants et chaque mot compte. Préserver l'agriculture et l'habitat dense existant. Rendre totalement les marais de la Dive. Le système, il est relativement simple comme idée. Vous avez une éponge qui est sèche. Vous la remplissez d'eau au maximum. Et vous voyez ce que ça donne. C'est ça les marais. Les marais peuvent prendre beaucoup d'eau, énormément d'eau. La seule chose, il faut qu'ils soient efficients. Pour qu'ils soient efficients, il faut parfaitement les connaître. Et en même temps, si vous voulez avoir la certitude que les 74 infrastructures qu'aujourd'hui nous avons répertoriées fonctionnent. C'est tout le travail que nous faisons en ce moment. Nous busons les petits canaux qui ont été, j'allais dire, bloqués. Nous les remettons en charge et nous allons voir ce que ça donne. Et je rejoins M. Costa sur le fait qu'il dit ça va nous donner du temps. Parce que ça ne va pas monter, on ne va pas se prendre 40 cm d'une année sur l'autre. Tout ça, ça va donner du temps. Et à partir de là, on va savoir le gérer. Et naturellement, après les phrases que je viens de vous donner, je ne dirai qu'une seule chose. C'est qu'il faudra, si besoin, imaginer des bassins d'extension. C'est-à-dire que l'eau, elle doit aller quelque part. Et c'est à nous de diriger cette eau. À partir de là, c'est peut-être 100 hectares, 200 hectares ou plus nécessaires pour absorber cette eau pendant la phase critique où elle arrivera. La troisième chose, c'est la gestion de l'eau dans les marais de la Dive. Alors les marais de la Dive, c'est 10 000 hectares, et là on a sincèrement beaucoup de chance. Parce qu'on a une ASA qui s'occupe de 6 000 hectares, l'ASA de la Dive. L'ASA de la Divette, elle s'occupe de 3 000 hectares, et on est une association de propriétaires sous la présidence de Geoffroy de Lequen, qui est de 1000 hectares. C'est-à-dire que j'ai 3 interlocuteurs quand je travaille. Et si vous voulez, nous sommes partis d'une chose simple: qui connaît le mieux les marais que les ASA? Les ASA, c'est quoi? C'est une association syndicale autorisée, et c'est le regroupement de propriétaires qui entretiennent depuis des décennies, des centaines d'années, leur territoire, leur marais. Donc on est parti avec eux, avec une idée très simple, ça soit notre bras armé. C'est-à-dire qu'on a avec eux fait une création de cartographie des ouvrages hydrauliques, on les connaît tous, on sait exactement où ils sont, on peut le dire, et on connaît surtout l'urgence de les réparer. Après, on a fait des conventions d'objectifs avec ces ASA, de moyens et d'effectifs. Enfin, si vous voulez, on a une dynamique de comment se produit l'hydrologie dans les marais. Et tout ça, c'est pour avoir une vision réaliste du territoire et développer une culture de l'écrit. Ce dont je me suis aperçu, c'est pourquoi tel grutier de la ZAD de la Dive allait dans tel champ tous les 5 ans à droite et pas à gauche. Et pourquoi tous les 5 ans? Et donc aujourd'hui, on a fait tout un travail de culture de l'écrit pour que ceux qui savent nous le donnent et qu'ensuite on sache l'utiliser. L'organisation des systèmes d'endiguement de NCPA, je vais vous dire, c'est très très simple. Il n'y a que 5 digues qui sont classées. C'est les digues qui se trouvent sur le plan vélo sur l'Orne, les 2 dives du côté droite et gauche de la dive, et derrière c'est une digue qui se trouve dehors à la station d'épuration de Merlu-Franceville à 514, et derrière sur le CD 400. Et c'est tout. Pourquoi on a fait que ces digues-là? C'est très très simple. Il faut que vous sachiez que la rénovation d'1 mètre de digue, c'est 1 000 €. J'en ai minimum 40 km. Ça fait 40 millions et vous pouvez en permanence remettre 40 millions. On n'y arrivera pas. De toute façon, il faudrait monter. Et là, je suis M. Costa. Il faut avoir cette logique. Et ces mots sont très importants. Étude des coûts, le bénéfice de cette dépense et le risque calculé. Nous ne pouvons pas rentrer dans la prévention du risque à tout prix. C'est impossible financièrement. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place sur NCPA, parce qu'une digue classée, je rappelle, pour les services de l'État, ça s'appelle une responsabilité civile, au civil, mais aussi au pénal. Et donc, cette chose, elle est super importante, c'est qu'aujourd'hui que nous avons classé ces digues, on les entretient, et on les entretient, je vais vous dire, avec un œil très vigilant, et sous le contrôle, naturellement, de l'ADREAL.
Les zones estuariennes de l'Orne et de la Dive, je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai parlé. On a 2 TRI. Qu'est-ce que c'est un TRI? C'est un territoire à haut risque d'inondation. Et donc derrière, on doit avoir un programme d'action de prévention de l'inondation. C'est ce que nous mettons en place, un PAPI. Et on travaille la main dans la main avec la communauté urbaine, qui a un grand savoir-faire sur l'Orne. Et si vous voulez, j'allais dire, merci préfet Mosiman, qui a pris ça à bras le corps tout début 2023. Et on va mettre ce PAPI en place, c'est-à-dire les actions de prévention d'inondation jusqu'en 2029. L'idée, c'est de récupérer des subventions de l'État et de l'Europe avec les fonds Barnier et le fonds vert. Enfin, l'appel à projet européen Pathways de résilience, là, je dirais, c'est très très simple. C'est qu'effectivement, quand on écoute M. Costa, on se dit qu'on ne peut pas rester sans rien faire. À partir de là, c'est de partager ensemble, si vous voulez, une véritable stratégie de scénario dans la basse vallée de l'Orne, mais aussi un peu autour de la basse vallée de l'Orne, avec, dans ces scénarios, un partage. Le partage entre le savoir, l'université et tous les acteurs qui sont autour, c'est quelque chose que M. Costa anime. Et si vous voulez, dans cette idée, c'est ce que nous faisons ce soir. Quand je fais ça devant vous ce soir, mardi dernier, je crois qu'on a dit il y a 10 jours, quelque chose comme ça, nous recevions une délégation du pays de Camargue et une délégation de la Martinique. Il intervenait le matin, j'intervenais l'après-midi sur comment fait-on sur notre territoire, comment nous avons imaginé la compensation de la construction du terminal de Ouistreham pour le Mont-Saint-Michel avec les terrains François à Salmey. Et on a imaginé, et cette façon de voir, ce travail qu'on fait avec l'agence de l'eau, le conservatoire du littoral, les services de l'État, fait qu'aujourd'hui, nous touchons à avoir un savoir-faire. Et les autres viennent nous voir et on échange. C'est comme ça que, si vous voulez, avec le Pays de Loire, j'ai découvert la volonté de la culture de l'écrit. C'est eux qui m'ont expliqué qu'ils étaient en manque de ça et ils m'ont persuadé que je devais travailler là-dessus. C'est, j'allais dire, une volonté de partager ensemble. Et la dernière chose, ma conclusion, vous voyez que si vous avez la volonté d'une préservation de l'eau est un prérequis pour la mise en valeur de notre territoire, la planification de son développement. Si j'ai des stations d'épuration conformes, la qualité des milieux récepteurs, la qualité des eaux de baignade de pêche à pied, la qualité des ressources, la prévention des risques d'inondation, vous avez tout en bas, vous trouvez l'urbanisme, l'activité touristique, la qualité de vie durable et l'activité économique. Ce n'est qu'à ce titre-là, et que comme ça qu'on pourra gagner. Moi, je le dis bien fort, et j'ai beaucoup aimé votre conclusion, Stéphane. Pas de catastrophisme, du travail de tous les jours, et surtout, aucun retour en arrière. Comme tout à l'heure, j'ai dit, l'agriculture et l'habitat dense existant, ça veut dire que dans les propos que je tiens, il faudra à un moment imaginer sacrifier certaines maisons. Comme ça se passe aujourd'hui dans les Hauts-de-France, il faudra avoir cette vision et calmement. Et j'allais dire, nous avons cette éponge à remplir, à mettre nos marais et qui ont toujours fonctionné dans le temps. Et je vais vous dire, vous avez aujourd'hui 74 infrastructures à mettre bien en action. Et à partir de là, quand ça montera, on imaginera ces bassins d'expansion. Et je pense qu'on pourra sur notre territoire, je dis bien sur notre territoire, répondre à cette problématique. Merci. Merci beaucoup. Et je vous passe la parole, Sophie. Merci à vous. Alors, effectivement, déjà, vous avez une entrée en matière déjà assez nourrie. Et je vais essayer du coup de faire la synthèse entre les données de la science que vous a exposé Stéphane Costa,
ce qu'on est capable de faire en fonction sur un territoire d'une communauté de communes, qui est en l'occurrence la nôtre et celle que vous aimez, et comment à partir de tout ça, et pourquoi surtout on bâtit des politiques publiques. Comme l'a rappelé Stéphane, c'est une volonté déjà d'avoir un GIEC normand partant du constat que tous, il fallait remettre de la science dans le débat sur le climat. Laisser de côté certaines émotions, revenir à des données rationnelles, mais surtout des données qui soient compréhensibles par tout le monde, et que ce qu'on comprend bien, c'est ce qui est souvent près de soi, et ce qu'on est capable d'expliquer clairement. Et donc l'idée, c'était de territorialiser un GIEC international, mais de le rendre compréhensible et accessible par le plus grand nombre, conscient que, évidemment, le changement, il se ferait tous ensemble. D'abord, si on parlait de la même chose, si nous avions les mêmes données, et si nous pouvions les partager pour les transformer ensemble en chance, en perspective et en investissement. Et quand je dis ensemble, c'est-à-dire le citoyen, la collectivité locale qui gouverne et manage des territoires pour vous, et puis les entreprises, parce qu'il s'agit évidemment de ne pas laisser les entrepreneurs en dehors de cet engagement sur des transitions. Et donc, c'est très intéressant d'être au poste d'observation et d'action à la fois, c'est-à-dire aux commandes d'une région magnifique à la fois industrielle et agricole et qui a énormément de potentiel, une région maritime avec ses produits de la mer, des énergies renouvelables parce que nous sommes le territoire qui incarne à lui tout seul toutes les transitions énergétiques possibles, avec des énergies décarbonées, quels que soient les débats qu'on puisse avoir, allant du nucléaire à l'hydrolien, à l'éolien en mer, et donc de pouvoir incarner, et aujourd'hui en plus avec l'hydrogène vert, un mix énergétique total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui se développent ou qui s'installent en Normandie, elles ont quasiment en France et en Europe le bilan carbone le plus neutre. Et donc c'est un atout compétitif pour notre industrie aujourd'hui, puisque tout le monde a bien compris que l'entreprise, quelle que soit sa taille, qui ne répondra pas à des critères de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, eh bien déjà ne rentrera quasiment plus dans des marchés ou des grands appels à projets, où aura des difficultés de répondre à des financements. Donc ça, c'est très important de se dire qu'il faut emmener avec nous le tissu économique en faisant de la pédagogie, en accompagnant financièrement cette transition. Et il y a énormément d'outils et d'ingénierie financière qui le permettent, que ce soit en région ou avec les fonds européens ou avec l'État. Mais encore faut-il se projeter. De la même façon, quand vous êtes citoyen et que vous habitez sur un territoire, il faut qu'on puisse se projeter ensemble sur cet aménagement. Et donc mettre de la donnée et la même partagée par tous. Et je remercie Stéphane et tous les membres du GIEC normand parce qu'ils font des réunions territoriales partout. On en a eu une à Dozulé il y a 1 an et demi. On va en faire une seconde parce qu'on va rendre compte de la suite. Et ce qu'on fait aujourd'hui à ULGAT, c'est aussi exemplaire. Donc merci pour ça. Ensuite, notre philosophie, c'est de se dire à partir de cette donnée, puisque les chiffres énoncés nous projettent à horizon 2100, on a un bon paquet d'années devant nous pour anticiper et nous adapter. Et donc, développer des politiques publiques qui permettent à chacun des acteurs concernés, le citoyen, l'entreprise, l'entrepreneur et le territoire, de s'adapter. Donc à partir de là, nous avons développé plusieurs outils sur l'ensemble des constats. Alors aujourd'hui, on parle de l'eau, mais sur toutes les facettes qu'a évoqué Stéphane tout à l'heure, de nous doter de politiques publiques qui nous permettent de nous adapter, d'anticiper ou de parfois continuer à analyser, d'aller plus loin dans les études. Et aujourd'hui, ce qui nous amène à parler de l'eau. Et de la même façon, comme Olivier l'a fait, pour nous, l'eau, elle a plusieurs impacts, c'est-à-dire capacité de développement économique, puisque, vous le savez, l'axe Seine est un grand pourvoyeur de solutions et d'emplois, et il va devoir continuer à être un environnement qui permet d'accueillir des entreprises, mais qui ne soient pas les mêmes entreprises qu'avant, et qui permettent de nourrir un cercle vertueux, non seulement sur la question de l'eau,
mais aussi de moins consommer l'eau de la Seine, puisque toutes les industries sont consommatrices d'eau énormément, et donc de travailler avec les entreprises qui existent déjà sur cette question de l'eau, mais aussi de fixer des objectifs aux entreprises qui viennent s'installer sur l'axe Seine pour travailler avec nous dans un environnement portuaire qui doit aujourd'hui aussi faire sa mue pour moins consommer d'eau, puisqu'on le sait, et ce qu'a annoncé Stéphane, il faut s'attendre en région Normandie à une diminution de la ressource, à une dégradation de la qualité d'eau si on n'agit évidemment pas, et vous avez vu que nous agissons, donc c'est aussi ça qui est intéressant, et de transformation des milieux. Et donc évidemment, la Seine, on le sait très bien, elle va subir une variation à horizon 2100 de moins 15 à moins 30% de sa capacité en eau et en fonction des périodes. Et donc, il faut anticiper tout ça quand on accepte de nouvelles entreprises ou de nouvelles industries. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont déjà intégré ces données-là. Et qu'en plus, quand on rencontre les industriels et qu'on leur présente les données du GIEC, c'est un point supplémentaire pour pouvoir discuter avec elles de leur lieu d'implantation, des risques à prendre en compte, et de continuer donc à pouvoir faire de l'aménagement économique de la Normandie, mais tout est en différenciant et en mesurant les risques. Ça, par exemple, c'est un des outils et une des dynamiques que nous permet de lancer le GIEC normand. Sur l'aménagement du territoire côtier, c'est de proposer aux territoires de financer des études qui ensuite leur permettent de développer des plans d'investissement adaptés à leur territoire. Comme vous le disiez très bien, la montée des eaux ne se fait pas partout de la même manière en fonction des plages que nous avons, de l'aménagement du littoral que nous avons, des dénivelés terrestres. Et donc les territoires sont accompagnés en région Normandie financièrement pour pouvoir réfléchir et mener les études d'impact qui va les concerner pour ensuite décider de la meilleure solution possible pour préserver leur littoral ou pour décider, comme le disait Olivier, carrément de faire d'autres choix, c'est de se dire cette partie-là, on sait très bien qu'elle va devenir la plus dangereuse la plus vite possible, et donc avec les habitants d'anticiper. Donc financer des études avec un programme dédié, et déjà beaucoup de choses sont en cours sur la Manche, par exemple 4 communautés de communes se sont mises ensemble pour travailler sur la partie du littoral ouest, parce qu'ils ont des questions dunaires qu'on n'a pas nous, enfin, chaque territoire est vraiment différent, mais de la même façon que Cherbourg en Cotentin a décidé de se projeter sur certaines études. Et évidemment, la région Normandie a anticipé les choses à Villerville, puisque nous avons financé une étude et que nous avons fait des travaux aujourd'hui d'enrochement, mais dont on sait très bien qu'ils sont temporaires et qu'il va falloir aller plus loin. Mais vous voyez, la donnée, elle nous permet, comme vous le dites, de façon non catastrophique et de limiter le caractère anxiogène, d'anticiper, d'étudier et de financer et de décider de premières évolutions nécessaires. Par exemple, en Seine-Maritime, nous avons financé, en accord avec la communauté de communes et le maire de Quiberville, la délocalisation totale de son camping. Parce que les études que nous avions financées au regard du GIEC, parce que ce qui est formidable, c'est que du coup le GIEC, les conclusions étaient présentées en 2020, nous avons déjà 4 ans d'avance sur la possibilité à faire et à agir. Et ça, c'est formidable parce que ça permet d'acculturer tous les élus. Vous avez parlé de former les élus de la fonction publique territoriale, enfin les agents de la fonction publique territoriale. De la même façon, nous, on apprend beaucoup de toute cette donnée et donc de la capacité à décider. Et de le faire avec les habitants. Parce que rien ne se fait sans vous, sans discuter avec vous et avec l'ensemble des acteurs. Et donc, quand on maîtrise la donnée, on peut le faire de façon apaisée. De façon globale, en région Normandie, ce que nous souhaitons incarner, c'est d'être au rendez-vous de toutes les transitions, mais avec et en allant vers. Et ce que je vous disais sur l'économie normande, c'est que, nous avons répondu à tous les appels à projets européens pour les énergies décarbonées. Et comme je vous le disais, de pouvoir offrir ce champ d'énergie décarbonée, nous avons le plus grand courant marin mondial avec le rat Blanchard dans la baie de Cherbourg. Le gouvernement avait abandonné l'hydrolien
considérant que ce n'était pas une énergie positive, nous avons décidé de maintenir, on avait quand même investi 100 millions d'euros dans le port de Cherbourg, destiné à accueillir la production de cette énergie. On n'a pas abandonné. On a créé une joint venture qui, aujourd'hui, heureusement qu'on ne l'a pas abandonnée parce qu'on voit que le gouvernement revient sur l'idée de pouvoir exploiter cette énergie finalement qui peut servir au mix énergétique. Et donc, nous sommes en capacité aujourd'hui d'être au rendez-vous de chacune de ces énergies. Et ça, c'est un plus pour pouvoir décarboner les sources d'énergie et donc amener les entreprises du territoire à être au rendez-vous du développement durable. Et surtout, à proposer des solutions innovantes, c'est ce que je disais avec Madame, c'est-à-dire d'être capable d'accueillir des investisseurs européens ou étrangers, bien qu'ils sont dans l'économie circulaire et le recyclage, même si l'acte, c'est de ne pas produire de produits avec des hydrocarbures, mais il faut quand même aussi être capable de gérer l'existant. Et donc, c'est toute cette synergie circulaire que nous sommes en train de mettre en place. Et dernier point, comment on accompagne en allant chercher des fonds. Et donc, aujourd'hui, nous avons mobilisé les fonds européens, les fonds de transition justes. Vous entendrez beaucoup parler. C'est une enveloppe de 103 millions d'euros dédiée à la région Normandie pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs sur ces transitions en matière de développement durable et donc sur le cycle de l'eau, puisqu'encore une fois, nous avons l'axe Seine, nous avons les estuaires, et là on est au cœur du réacteur des estuaires, sur cette partie de la Normandie, entre l'estuaire de la Seine et l'Orne, donc avec des défis colossaux à relever, et évidemment tout le maritime qui se mobilise, puisque nous avons une des meilleures gestions de ressources maritimes sur la question des produits de la mer. D'abord grâce à nos pêcheurs, qui sont les premiers éco-responsables et qui le gèrent très bien en région Normandie. On peut les saluer. Qu'il faut défendre la pêche française, parce que c'est une pêche respectueuse et qui nous permet de gérer la ressource avec eux, et avec lesquels on peut travailler sur les parcs éoliens. On a vu notre capacité à travailler ensemble. Et dernier point, c'est-à-dire que dans les usages maritimes, même chose, on est sur la décarbonation dans les usages de la mer, et on sera une des premières régions aussi à proposer des transports à la fois hybrides, c'est-à-dire électriques et au GNL, et donc et à faire des premières expérimentations sur des navettes maritimes. Donc nous sommes sur tous les champs d'action pour préserver cette ressource du mieux possible et trouver des solutions en anticipant les mouvements. Donc je répondrai à vos questions, mais ma présentation, c'était la passerelle entre la donnée, la gestion des territoires et les solutions qu'on peut tout de suite enclencher quand on bénéficie d'une donnée objective et partagée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous comprenez pourquoi on ne vous a pas passé la parole entre les interventions. Et c'est très complémentaire. Et donc, Raphaël, à vous. Je vais essayer d'utiliser ces micros si vous m'entendez suffisamment. Oui, très bien, parfait. Oui, donc je propose en fait, avec vous, en tant que vous êtes des consommateurs, des contribuables, des électeurs également, donc de m'adresser à vous et de prendre un peu de recul avec tous ces superbes exemples très locaux pour comprendre pourquoi on en est là, pourquoi ça ne peut pas aller plus vite, qu'est-ce qu'on peut faire, où sont les freins à ce changement, essayer de voir comment, effectivement, quelles sont les étapes pour pouvoir arriver tous collectivement à ce changement et arriver à une adaptation qui soit effectivement efficace. Alors tout d'abord, on va prendre un petit peu de recul historique. Depuis combien de temps on sait et qu'est-ce qu'on sait? Et ici, je vous montre Dennis Meadows. Dennis Meadows, en 72, avec un scientifique américain, avec son équipe de scientifiques. Déjà en 72, il a construit un rapport, le rapport Meadows, qui donnait pratiquement toutes les informations qu'on retrouve aujourd'hui dans le GIEC. Il disait, voilà ce qui va se passer. On consomme des hydrocarbures, voilà ce qui va se passer comme gaz à effet de serre, voilà l'augmentation de la température. Maintenant, on est exactement sur ce qui avait été prévu. Alors c'est plus précis, mais tout était déjà là. Et à l'époque, en 72, il est allé voir Reagan. Et Reagan lui a dit, mais
Ok, oh, c'est super. Hein. Revenez nous voir dans 49 ans. Hein. Parce que ça va dans 50 ans. Et alors, ici, une deuxième personne, c'est... on a aussi Al Gore. Al Gore, en 2006, Une vérité qui dérange. Tout le monde se souvient de ce film. Lui aussi, il nous a tout dit. Il nous a tout dit. Il n'a pas réussi à se faire élire en 2000 aux États-Unis. Ça aurait vraiment été une planète différente. Donc, on sait depuis longtemps. Et donc, la question, c'est est-ce que savoir, est-ce que l'information est suffisante pour que les choses changent? Apparemment, pas tellement. Si on regarde cette courbe, c'est la courbe mondiale de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'effectivement, depuis le rapport Meadows, hein, on était environ à 20 milliards de tonnes d'émissions de CO2 équivalent. On est aujourd'hui au double. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais on ne fait encore rien. Et c'est un peu paradoxal. Et là, c'est là où je vais vous emmener dans cette histoire de pourquoi on change et à quel moment on peut changer. Et donc, on voit qu'en fait, finalement, cette utilisation de l'énergie fossile, c'est notre normalité. On n'a connu que ce monde-là. Un monde en croissance, avec toujours plus d'énergie, plus d'essence, plus de choses à faire, plus de distance à parcourir, plus d'avions pour aller voir des choses. C'est notre normalité. Les accords de Paris nous disent qu'on doit diviser par 2 ces émissions d'ici 2030, c'est dans 7 ans. Okay. C'est d'ailleurs un des trucs qu'on dit aux fonctionnaires quand on les forme. Il va falloir faire, c'est la ministre dans son préambule, il va falloir faire en 7 ans ce qu'on n'a pas réussi à faire en 30. Et on va y arriver. Divisé par 2 d'ici 2030, divisé par 5 d'ici 2050. Donc on voit qu'il y a quand même un monde qui va falloir changer, donc ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, celui d'une ébriété énergétique, et auquel il va falloir se confronter. Mais ça fait peur, c'est un gros changement, ça fait peur. Et donc ce changement, ici, il est illustré sur ce graphique, où sur la gauche, on voit l'ensemble de ces raies de couleurs avec l'augmentation de température, qui sont déjà acquises. En 2020, on tire le trait, et devant nous, ce sont des scénarios. Les experts du GIEC nous disent ces scénarios, ce n'est pas des probabilités, ça dépend de nous. Heureusement, c'est la bonne nouvelle, ça dépend de nous. Mais en gros, ça dépend de nous, mais si on continue à l'existant, on va vers le scénario à plus 5. Et là, c'est ingérable. Si on fait les accords de Paris, on restera à plus 1,5. Okay. Et là, il y a 2 notions que je voudrais qui viennent dans votre tête. C'est que ici, donc à ne rien faire, on va à plus 5, et on va vers l'ingérable. Il faut l'éviter. Et là, c'est individuellement chacun de nous qui doit éviter de mettre encore des plumes dans les dredons des gaz à effet de serre, d'émettre du CO2. Et là, c'est tout le monde sur Terre qui devra le faire. Ça, c'est une vision de la réduction de nos émissions, okay, pour éviter l'ingérable. Et en même temps, on voit qu'on est déjà plus 1,5. On va commencer à gérer l'inévitable. Lui, il est déjà acquis. Donc cette adaptation dont on a parlé, des territoires, et ça c'est très local. L'adaptation, un sujet de l'eau, en Normandie, c'est pas le même qu'à Perpignan, qui n'est pas du tout le même que celui du delta du Nil. Le destin, il est totalement commun sur les émissions, okay, parce que les émissions qu'on a, c'est les mêmes émissions que le chinois. Il va falloir commencer à dire « Ah oui, mais c'est le chinois qui l'a commencé, fait qu'ils émettent plus ». Ils vous répondront « Oui, mais moi j'ai 2 fois moins que vous en Occident, donc c'est à vous de commencer ». Donc ce jeu-là, chacun devra faire sa part pour les émissions. Et ensuite, pour l'adaptation, on est absolument dans le local, dans des décisions locales, dans des décisions collectives. Alors, pour les deux, j'ai cette image de la baignoire. Vous arrivez chez vous en Normandie, après Paris pour les Parisiens. Oh, il y a un dégât des eaux. La baignoire, le robinet n'était pas fermé, il a fui. L'eau est déjà dans la salle de bain, tout près d'arriver dans la chambre ou la cuisine. Qu'est-ce que vous faites, première chose? On commence à essayer de fermer l'eau. Le robinet est rouillé, on n'arrive pas bien à le fermer. C'est ce qui se passe avec les effets de serre. On voudrait bien essayer de fermer le robinet, mais c'est rouillé. Deuxième chose qu'on fait, c'est on prend la serpillière. Et c'est l'adaptation locale. On va commencer à éviter que les dégâts aillent dans le salon ou plus loin. Donc c'est entre les deux, donc la réduction du robinet des gaz à effet de serre, plus l'adaptation locale. Voilà, on va commencer à essayer de peut-être remonter le lit, sauver les tapis, faire des choses comme ça localement. C'est toutes les initiatives qu'on a vues. Alors, on a quelque chose de très important devant nous. Ça peut faire peur. Et face à la peur, on n'est quand même que des animaux, et la nature nous a donné de réflexes. Ces réflexes, c'est soit fight, flight, freeze, soit fight, la négation. Et là, il y a encore des gens qui ont pu dire non, mais c'est pas vrai, le GIEC dit des bêtises, c'est déjà arrivé avant, c'est pas dû à l'homme. Il y en a de moins en moins, heureusement, mais on a perdu énormément de temps au cours des 50 dernières années avec ce type de discours. Le deuxième type de réflexe
qu'elle nous a donné la nature, c'est un des réflexes de fuite. Ah mais je ne veux pas écouter, ça ne me concerne pas, c'est la photo chinoise, ces trucs-là. Donc on se met la tête dans le sable. Et le troisième réflexe, c'est un réflexe de sidération. Donc je ne peux rien y faire, c'est trop dur, on ne va pas y arriver. Et là, beaucoup d'éco-anxiété auprès des jeunes. Okay. Donc il faut faire quelque chose au-delà de ça. Et ce qui est important, c'est que ces émotions, il faut les accueillir. Parce que dans ce qu'on dit, oui, il ne faut pas faire de discours qui soient anxiogènes. Et pourtant, elle existe déjà, cette anxiété. Alors l'anxiété et la peur, c'est bien parce que c'est une émotion qui peut générer du courage. Et le courage, c'est bien. Parce que le courage, c'est une façon de reprendre en main son destin, ne pas subir. Et quelqu'un qui peut nous dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Jean Monnet est un visionnaire, un des pères fondateurs de l'Europe, qui nous dit que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise. Et la crise, elle commence à être visible, donc on va commencer à se bouger les fesses. Parce que l'année dernière, les sécheresses, les inondations dans le Nord, c'est pas des trucs loin, comme dans le film de Al Gore. C'est maintenant, c'est chez nous. Donc la crise est là. Donc c'est intéressant. Et je pense que 2024 va être une année de bascule dans l'opinion publique. D'ailleurs, il y a une étude très récente qui date de janvier 2024, donc le mois dernier, un sondage Harris Interactive dans lequel la majorité des Français, même la totalité des Français, ont déjà vécu personnellement des conséquences sur le réchauffement. Des pluies, des inondations, des sécheresses, des températures excessives, le manque de neige, pour ceux en ce moment qui sont dans les stations. Et 9 Français sur 10 jugent qu'il faudra changer nos habitudes. Alors, attention à la terminologie, vous entendez ? Il faudra changer nos habitudes. Pas je vais. Ça serait bien que un jour, peut-être. Alors, on est au tout début. Et c'est là où on va en venir. Le changement, ça prend du temps. Okay. Et puis, nos habitudes, c'est les autres, c'est pas les miennes. Collectivement. Mais collectivité, c'est pas moi. Alors, je vous propose pour cela d'arriver à comprendre ce que nous disent les sciences comportementales sur quelles sont les étapes nécessaires pour arriver à un changement. Nous tous, moi, on va passer par ces étapes. Et c'est un modèle très robuste qui nous vient, le modèle César, qui nous vient d'études comportementales américaines. César, facile à se souvenir. Enfin, j'ai francisé ça, normalement c'est en anglais. Et le C, c'est la connaissance. Je m'informe du problème climatique et de ses causes. Donc tous, vous êtes là ici ce soir pour, avec ce panel, mieux comprendre. Ensuite, vous connaissez le problème. Mais est-ce que vous avez envie de faire partie de la solution? C'est l'envie, le E. Okay. Là, je connais, j'ai envie de faire partie de la solution. Mais après, savoir, est-ce que je sais ce que je dois faire pour réduire mon empreinte environnementale et participer à ces activités d'adaptation? Mais même là encore, ce n'est pas suffisant de savoir. Je sais faire un saut périlleux, mais est-ce que je le fais? Donc j'ai commencé à me fixer des objectifs et j'ai commencé sur cette nouvelle voie. Ce n'est pas suffisant non plus, parce que c'est très facile de revenir en arrière. Ouais, c'est important, je le fais, mais le week-end, mais pendant la semaine, je vais prendre l'avion et mon gros 4x4. Donc il faut du renforcement jusqu'à ce que ça devienne cette nouvelle normalité. César, c'est tout simple. C'est un modèle d'évolution des comportements qui est valable pour tout. Vous pouvez même l'utiliser pour apprendre à vos petits-enfants ou vos enfants à se brosser les dents à un enfant de 5 ans. Prenez vos lunettes César et vous arrivez à comprendre pourquoi il ne le fait pas. Un problème de connaissance des caries, un problème d'envie parce qu'il a autre chose à faire, un problème de savoir parce que je n'ai jamais montré qu'il faut le faire pendant 3 minutes, d'application parce qu'il n'a pas fait au moins une fois, ou bien de renforcement parce que finalement il oublie. Donc on voit que ces étapes sont très très utiles et dans le cadre du changement climatique, ce sont des étapes par lesquelles nous allons tous passer. Okay. Alors, petit test pour savoir quelle est aujourd'hui la salle qu'on a devant nous. Levez tous la main ceux qui connaissent le problème et avec ce qu'on a déjà comme exposé, pensent être informés sur le sujet climatique. Levez la main. Très bien. Alors, gardez la main levée si vous avez envie de faire partie de la solution. Les autres, vous pouvez la baisser. Ok. Donc, a priori, tout le monde reste. Maintenant, gardez la main levée si vous savez ce que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte gouvernementale, environnementale. Baissez si vous ne savez pas. Okay. Quels sont ceux qui appliquent déjà ces savoirs dans votre vie? Ok, c'est pas les autres, baissez. Quels sont ceux qui, alors, extraordinaire, donc le font systématiquement maintenant comme une nouvelle normalité tous les jours, et vous avez de la récupération des eaux de pluie, des toilettes sèches, du compostage, de la récupération des objets, tout ça. Il y en a déjà beaucoup moins. Okay. Mais